Meyrargues, un petit village paisible près d'Aix-en-Provence. Il est 10h30 ce lundi 31 mars 2003 et Christine Maréchal est inquiète. Sa collègue et amie Chantal D'Amato n'est toujours pas arrivée sur leur lieu de travail. Je l'ai appelée plusieurs fois donc sur son portable, elle ne répondait pas. Alors, je me suis peut-être dit, elle a peut-être oublié à la maison. Mais j'étais quand même inquiète parce que ce n'était pas son habitude. Elle était très ponctuelle. S'il y avait eu un souci, elle nous aurait appelé, elle aurait prévenu son travail. Christine Maréchal contacte alors le frère de Chantal D'Amato. Tous les deux décident de se rendre au domicile de Chantal pour vérifier que tout va bien. En arrivant, on a vu que la maison était entourée de gendarmes, de pompiers, et on nous a interdit l'accès. La maison était intacte, apparemment, donc je ne comprenais pas. Je ne voyais pas la maison flamber, quoi. Et puis au bout d'un quart d'heure, il y a un gendarme qui est venu me voir pour m'expliquer qu'il y avait 2 corps dans la maison. Et alors je leur ai dit, ça va être ma soeur et ma nièce. Les pompiers ont alerté la brigade de recherche d'Aix-en-Provence. Et en arrivant sur place, le capitaine Daniel Bianco constate effectivement qu'il ne s'agit pas seulement d'une scène d'incendie. Nous constatons que les pompiers ont découvert 2 corps sans vie, chacun dans une chambre, qui semblent brûlés. En tout cas, ils sont ligotés. On s'aperçoit qu'il y a des traces de coups de couteau, et notamment une trace très importante d'égorgement. Donc vraiment une scène qui, immédiatement, permet de comprendre qu'il s'agit d'une scène de crime. Les 2 corps immédiatement identifiés sont bien ceux de Chantal D'Amato, 54 ans, et de sa fille Audrey, 24 ans. On n'y croit pas, quoi. On est complètement abasourdi. Le ciel vous tombe sur la tête avec un pareil. On bascule. À partir de ce jour-là, la vie a basculé pour tous les membres de notre famille. Le périmètre autour du pavillon est immédiatement gelé pour procéder aux premières constatations. Et ce qui frappe d'abord les enquêteurs, c'est la barbarie de la scène de crime. Les corps tels qu'ils sont retrouvés, on a du mal à imaginer qu'un être humain puisse être capable de commettre de tels actes. Sur le lit, dans la première chambre, le corps de Chantal D'Amato, habillé, est allongé sur le ventre. En présence du médecin légiste, nous découvrons donc le cadavre de Chantal est entièrement ligoté, donc au niveau des chevilles, des genoux et les mains ligotées dans le dos. Elle présente un bâillon sur la bouche et également les yeux bandés par un scotch, un type de ruban adhésif très renforcé. Les lésions consistent en une plaie très large, une plaie d'égorgement qui va de gauche à droite du cou. Dans la chambre voisine, sa fille Audrey repose sur le dos. Ses jambes, légèrement écartées, ne sont pas attachées, mais elle porte des traces de liens. Sa fille a, elle, uniquement un ruban adhésif qui ferme les yeux. Il n'y a plus de bâillon au niveau de la bouche et les mains sont liées fortement avec un fil électrique. Elle présente de nombreuses traces de coups de couteau. Elle a la particularité de revêtir un t-shirt qui est mis à l'envers, ce qui peut laisser supposer qu'il lui a été retiré puis remis par la suite. Arrivé sur les lieux, le médecin légiste ne peut pas se prononcer sur les causes exactes de la mort des 2 femmes. Sur les lieux, il n'est pas possible de déterminer si les lésions occasionnées par l'incendie ont été du vivant des personnes ou si on a tenté de mettre cet incendie pour dissimuler le crime. Une seule certitude, Chantal et Audrey D'Amato ont été victimes d'un véritable acharnement. On se pose la question de savoir quel était l'objet de ces agissements. On se dit pourquoi ce carnage, on a du mal à comprendre et quel serait le mobile, on n'a absolument aucune idée. Mais à l'évidence, il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné. Le vol n'est pas le mobile, puisque rien ne manque. On se rend compte que rien n'a disparu. C'est surtout l'absence de toute trace d'effraction qui intrigue les enquêteurs. La maison était entièrement fermée de l'intérieur. Les clés se trouvaient sur la serrure, à l'intérieur de la porte d'entrée. Donc, tout étant fermé, nécessairement, on s'est posé la question à savoir comment le ou les auteurs avaient pu quitter
la scène. Les gendarmes remarquent alors que dans le salon, le système électrique de volet roulant permet de sortir en fermant derrière soi. On comprend que l'auteur n'est pas sorti par la porte et qu'il y a un bouton électrique sur lequel on peut actionner un volet déroulant. Et ce volet roulant mettait un certain temps pour se refermer, et ce qui laissait largement le temps à quelqu'un de s'enfuir après avoir actionné le bouton. Partant de là, on a supposé que le meurtrier, après avoir commis son acte, était parti par cette baie vitrée et en refermant derrière lui le volet roulant. À la recherche du moindre indice, des techniciens en identification criminelle sont appelés en renfort. La baie vitrée du salon est alors passée au crible. On suppose que l'auteur a appuyé sur ce bouton, on recherche des empreintes à cet endroit-là, et puis on va rechercher des empreintes sur l'encadrement de cette porte-fenêtre, et effectivement on va retrouver une empreinte digitale qui va intéresser les enquêteurs bien entendu. Cette empreinte représente un indice capital pour tenter d'identifier l'auteur de cet effroyable double meurtre. Elle est aussitôt envoyée à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Pendant ce temps-là, les investigations se poursuivent dans les autres pièces du pavillon. Les techniciens vont procéder à la saisie de nombreux objets. Dans la chambre de Chantal, on va saisir ses vêtements. Elle portait une robe de chambre qu'elle avait quittée sur un meuble tout à côté d'elle. Et également, il y avait une ceinture de cette robe de chambre. En pénétrant dans le bureau, les experts découvrent de nouveaux indices importants. Au milieu de la pièce se trouve un fauteuil. On trouve sur le sol le morceau de scotch fripé. On va retrouver à côté de ce siège un rouleau de scotch évidé qui manifestement correspond au scotch qui a été utilisé par l'auteur pour attacher les victimes et les bâillonner. On retrouve également à côté du fauteuil un morceau de fil électrique qui correspond au fil électrique qui a été utilisé pour attacher Audrey. Donc vraiment, ce sont des éléments qui peuvent potentiellement être intéressants parce qu'on se rapproche vraiment de l'action criminelle et c'est des objets avec lesquels l'auteur a été en contact nécessairement. Ces indices sont eux aussi envoyés à l'IRCGN pour y être soumis à une expertise génétique. Transportés au service de médecine légale de la Timone, à Marseille, les corps des deux femmes sont autopsiés dès le lendemain. Le médecin légiste remarque tout de suite l'absence de lésions de défense. Il n'y a pas, sur les deux victimes, de plaie de défense, mais on l'imagine bien chez deux femmes qui ont été ligotées, attachées et maintenues. Puis, le légiste poursuit l'examen externe du corps de Chantal D'Amato. Sur les poignets, les genoux et les chevilles, il repère les hématomes laissés par les liens qui entravaient la victime. Il remarque aussi une large plaie de 13 cm au niveau de la gorge. La plaie béante est une plaie d'égorgement avec un trajet qui se termine en queue de rat, c'est-à-dire de façon plus fine, qui a été latérale vers l'autre côté du cou. Cette plaie a occasionné des lésions des gros vaisseaux du cou, la carotide et du larynx. La taille et la précision de la lésion évoquent l'utilisation d'une arme blanche, vraisemblablement un couteau doté d'une lame de 12 à 15 cm. Pour le légiste, cette blessure est bien la cause du décès. Mais l'autopsie révèle aussi autre chose. Chez elle, on va trouver un hématome qui n'était pas visible lors de l'examen externe, qui va l'être une fois qu'on a rabaissé le cuir chevelu pour regarder s'il existe des lésions internes du cuir chevelu puis du crâne. Cet hématome à la tête indique que la victime a reçu un coup violent de son vivant. Il est évident qu'à partir du moment où la plaie importante touchant les gros vaisseaux du cou existe, il n'est plus possible d'avoir un apport sanguin suffisant au niveau de la tête, et donc qu'un hématome se constitue. La victime pourrait donc avoir été assommée avant d'être égorgée. Le légiste se penche ensuite sur le corps d'Audrey D'Amato, qui présente de multiples blessures profondes. Elles indiquent clairement que la jeune femme a été torturée. Elle présente de nombreuses traces de coups de couteau. Elle en présente 17 au visage et 4, donc qui sont 2 plaies au niveau de la carotide et 2 au niveau de la cage thoracique.
Ces plaies profondes ont fini par entraîner le décès de la jeune femme, vraisemblablement après de longues minutes d'agonie. On imagine que la scène de torture d'Audrey a duré entre 20 et 30 minutes. C'est assez difficile de dire exactement. Ce que l'on peut dire, c'est quelle chronologie, c'est-à-dire quelles sont les blessures qui ont été réalisées quand elle était en vie, et ensuite les blessures les plus graves, les blessures mortelles qui ont été infligées au moment où l'auteur a décidé d'en finir. Aucune trace d'agression sexuelle n'est relevée chez les deux victimes. Autre certitude, la mère et la fille n'étaient plus en vie au moment où la maison a été incendiée. Il n'y a pas d'inhalation de fumée au niveau des voies respiratoires. Elle n'était pas vivante au moment où l'incendie a été allumé. Un dernier examen permet au légiste de préciser la chronologie des deux agressions. L'analyse des contenus gastriques des deux femmes. L'analyse des bols alimentaires montre des digestions d'horaires différents, puisque des éléments alimentaires sont assez identifiables dans le bol alimentaire gastrique retrouvé chez Audrey D'Amato. Pour sa mère, la digestion c'est plus avancée, elle est de 4 heures. Donc il est probable qu'il y ait eu un décalage et un décès d'abord de la jeune femme, puis de la femme plus âgée. Ce qui laisse penser que lorsque les violences ont été occasionnées sur Audrey, Chantal était encore en vie et il se peut qu'elle ait tout entendu. À l'issue de ces autopsies, les enquêteurs envisagent une première hypothèse. Notre sentiment était de dire que Audrey était la principale victime et non sa mère qui était, entre guillemets, une victime collatérale puisqu'elle a été neutralisée, mais c'était pas à elle précisément que l'auteur voulait s'en prendre. Les gendarmes entament leur enquête en interrogeant les proches et les voisins de Chantal et Audrey D'Amato, ce qui leur permet de retracer les dernières heures des deux femmes. Chantal a passé son week-end avec son compagnon, tout s'est très bien passé. Elle devait voir un terrain avec son compagnon parce qu'ils avaient décidé de faire une vie en commun. Et donc son compagnon devait acheter un terrain pour faire construire une maison. Vers 20h ce dimanche soir, chacun regagne son domicile. À 21h30, des voisins indiquent avoir vu Chantal promener son chien dans le lotissement, comme elle le faisait chaque soir. Chantal rappellera son compagnon vers 21h45, lui faisant part de sa satisfaction du week-end qu'elle avait passé avec lui. Chantal passe aussi 5 minutes plus tard un coup de fil à son ancien compagnon qui fêtait son anniversaire. Donc avec certitude, on peut démontrer que Chantal était encore en vie à 22h. Quant à sa fille Audrey, elle a passé ce dernier week-end avec son nouveau petit ami sur la Côte d'Azur, avant de rejoindre sa mère le dimanche soir. On arrive à retracer tout le parcours qui a été fait. Elle était avec sa voiture, elle a déposé son copain à Marseille le soir, vers 21h, et à l'issue, elle lui a indiqué qu'elle rejoignait sa maison. Et puis elle va envoyer des messages à son amoureux avec qui elle a passé un week-end manifestement radieux et merveilleux, puisque ce sont vraiment des messages très touchants et très amoureux qu'elle lui envoie. On sait que les derniers échanges vont se situer entre 22h20 et 22h45. C'est la dernière trace de vie tangible d'Audrey. Les enquêteurs se concentrent alors sur la vie des deux femmes. Ils espèrent y trouver des éléments susceptibles de les conduire au meurtrier. Ma sœur était parfaitement bien, elle n'avait aucun souci particulier. Elle était plutôt radieuse, puisqu'elle avait des projets, donc elle voulait reconstruire sa vie. Une amie comme elle, je ne retrouverai plus jamais. C'était vraiment une sœur pour moi. C'est une belle personne et elle a eu un destin tragique. Après le décès brutal de son mari, victime d'un accident de moto en 1982, Chantal D'Amato avait décidé d'aller de l'avant. Elle s'est retrouvée enceinte d'Audrey. Elle avait son autre petite fille qui avait 4 ans. Elle a perdu son mari. Elle a connu tellement d'épreuves et qui s'était beaucoup endurcie. Elle choisissait ses amis. Elle ne faisait pas rentrer n'importe qui chez elle. Chantal vit seule avec ses 2 petites filles en bas âge. Mais quelques années plus tard, elle retrouve enfin l'amour.
Chantal était une très belle femme qui était beaucoup courtisée. Elle a vécu pendant 10 ans avec une personne qui a élevé Audrey et sa sœur comme si ça avait été leur fille et avec qui elle entretient encore des liens très étroits. Au moment des faits, Chantal D'Amato est à nouveau en couple depuis 1 an et demi. Heureuse et épanouie, rien dans sa vie personnelle ne permet de comprendre ce crime barbare. Les enquêteurs cherchent alors du côté de sa fille Audrey. Audrey était une jolie jeune fille, c'était tout enjouée, rieuse, elle plaisantait, elle aimait la vie, quoi. À 22 ans, la jeune femme était revenue habiter chez sa mère après une rupture amoureuse. C'est une jeune fille adorable, gentille, très attentionnée pour sa maman. Si elle ne rentrait pas, elle prévenait toujours sa maman. Voilà, pour pas qu'elle s'inquiète. Elle faisait la fête avec ses amis, comme une jeune fille de son âge, tout simplement. Dans sa vie professionnelle, c'est une jeune femme très investie et sérieuse. Audrey travaille dans un service administratif d'une société de bus, de transport en commun. Et elle est particulièrement appréciée par ses patrons, par tous ses collègues de travail et par les chauffeurs de bus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui dans un milieu essentiellement masculin arrive à se faire respecter. Simplement, elle fait beaucoup d'envieux parce que c'est une très belle fille. Et donc beaucoup, entre guillemets, essayent de la draguer. Audrey aurait-elle, sans le vouloir, attisé des jalousies? Les gendarmes décident de creuser cette piste. La chose qui nous paraît étrange, c'est que l'une de ses amies nous révèle qu'elle a connu des appels malveillants à de nombreuses reprises sur son téléphone portable. Elle a fait l'objet d'appels répétés dont elle s'est plainte à son entourage et qui manifestement l'avaient un peu inquiétée. C'est des appels un peu énigmatiques, un peu menaçants. Elle ne savait pas trop sur quel pied danser. Audrey en avait parlé effectivement à sa maman. On ne savait pas qui c'était qui donnait ces coups de fil anonymes à Audrey. En analysant la téléphonie de la jeune femme, les enquêteurs localisent l'auteur des appels en région parisienne. L'homme est rapidement identifié. Il s'agit du frère d'un ex-petit ami d'Audrey. Les auteurs ont été entendus et effectivement, c'était des gens qui cherchaient à jouer, entre guillemets, avec Audrey. Mais bon, ça n'a pas dépassé le stade du canular téléphonique. Cette piste qui pouvait éventuellement être intéressante, finalement, n'avait aucun lien avec les faits. Cette piste se referme. Et les meurtres de Chantal et Audrey D'Amato demeurent pour l'instant totalement mystérieux. Les gendarmes espèrent que l'exploitation de la scène de crime pourra faire avancer l'enquête. De nouvelles investigations sont alors ordonnées, mais l'incendie a effacé de précieux indices. Céline Niclou, experte en morpho-analyse des traces de sang à l'IRCGN, est donc appelée à se rendre sur place. Tout simplement parce qu'en fait les lieux ont été dégradés et qu'il ne ressort pas en fait de façon visible des traces qui pourraient être étudiées alors qu'on a des blessures à l'origine de saignements. Donc du coup on va nous faire intervenir pour savoir un petit peu où se sont situés potentiellement les événements sanglants. L'experte cherche ainsi à déterminer où les deux femmes ont été tuées. Pour ce faire, elle utilise un révélateur chimique bien connu, le Blue Star. Ce Blue Star, c'est un produit qu'on répand. Et si des traces de sang se mettent en évidence, il y a un effet bleu fluo qui ressort et qui détermine avec précision là où se trouvaient les traces de sang. Pour percevoir cette fluorescence bleue, toute la maison est placée dans l'obscurité la plus totale. Étonnamment, le Blue Star ne révèle rien dans la chambre d'Audrey D'Amato. Dans celle de sa mère, seules 2 taches de sang apparaissent au niveau de la tête de lit. Mais c'est en pénétrant dans la pièce servant de bureau que l'experte fait une découverte effrayante. On va avoir des traces sur le fauteuil, on va avoir des traces sur les accoudoirs du fauteuil, sur le dossier de ce même fauteuil et au sol en périphérie de ce fauteuil. Et donc ces traces se révèlent alors que à l'œil nu on voyait rien du tout. Donc c'est vraiment une zone sur laquelle on n'était pas forcément parti au départ et dans laquelle on ne pensait pas forcément qu'il y avait quelque chose. Dans le couloir, entre le bureau et les chambres, l'horreur se poursuit. On trouve des traces de sang
à même le sol et sur les parois, avec des éclaboussures, donc type particulier qui permet de déterminer avec précision le sens de déplacement du corps. On suit les traînées des éclaboussures de sang. En fait, ça fait une goutte avec la queue de la goutte, donc on détermine que ça on avance. Avant même de savoir à qui appartient le sang révélé par le Blue Star, cette expertise ne laisse aucun doute sur le calvaire qu'ont vécu Chantal et Audrey D'Amato. Le Blue Star nous a permis de dire que l'endroit principal où se sont passés les faits se trouve être le bureau bibliothèque. Que ça a été une scène assez horrible et qui a duré certainement dans le temps. Fort de ces constatations, le 8 avril 2003, soit 8 jours après le drame, le procureur d'Aix-en-Provence ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire, avec préméditation, acte de torture et de barbarie. Un mois après ces investigations, les prélèvements effectués sur la scène de crime livrent enfin leurs résultats. Les gendarmes espéraient beaucoup de l'empreinte digitale relevée sur la porte-fenêtre du salon. Malheureusement, ce n'est pas celle du meurtrier. Elle appartient à Chantal D'Amato. En revanche, les experts ont trouvé une empreinte ADN masculine sur plusieurs indices prélevés sur la scène de crime. Mais elle est inconnue au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. On va retrouver de l'ADN sur le lien du fil électrique qui sert à attacher Audrey. Cet ADN va se retrouver sur un poil qui est sur la ceinture de la robe de chambre et on va retrouver sur le porte-fenêtre qui a servi à l'auteur pour fuir cette scène de crime un ADN qui est sous une empreinte digitale. La particularité de ces 3 traces, c'est qu'elles sont dans des endroits très sensibles. Donc ces 3 traces-là, pour nous, sembleraient être celles de l'auteur. Pour tenter d'identifier le propriétaire de cette empreinte génétique, des comparaisons sont effectuées avec les ADN des compagnons respectifs de Chantal et d'Audrey D'Amato. Mais les résultats se révèlent négatifs. La logique voudrait que si cette empreinte génétique n'appartient à aucune des personnes familières du domicile, il appartienne au criminel. Mais on ne peut pas exclure que cette empreinte génétique appartienne à un voisin qui soit passé quelques jours avant ou à quelqu'un d'autre qui ait pu visiter cet appartement pour des raisons diverses. On pense qu'il s'agit de celui du criminel, mais on n'a aucune certitude. Les gendarmes décident donc d'élargir leurs recherches afin d'identifier à qui appartient ce fameux ADN. On va s'intéresser plus particulièrement à l'entourage d'Audrey, puisque manifestement l'auteur s'est particulièrement intéressé à elle. Et donc tous les hommes qui travaillent avec elle, les chauffeurs de bus, les agents du personnel administratif qui sont autour d'elle au niveau professionnel vont être testés, aucun ne correspond. Et dans son entourage affectif, dans tous les gens qu'elle a pu connaître, également aucun ne correspond. L'entourage de sa mère Chantal est également vérifié. Amis, voisins, collègues. Les prélèvements génétiques vont se succéder pendant des mois, mais sans résultat. Nous allons prélever plus de 300 ADN sur les personnes habitant la cité du lieu de résidence. Nous sommes même arrivés à effectuer des prélèvements buccaux sur des bûcherons qui avaient travaillé là pendant 1 semaine auparavant, avant les faits. Toutes ces analyses, tous ces prélèvements, aucun ne correspond à celui identifié à partir des analyses sur les scellés. Pour relancer l'enquête, les gendarmes décident alors de faire appel à un service de l'IRCGN qui vient tout juste d'être créé à l'époque, le département des sciences du comportement. Ces experts pourraient apporter un éclairage nouveau. On est appelé parce que les enquêteurs directement se disent qu'il y a un comportement qui sort de l'ordinaire de la part de l'auteur et nous demandent de venir pour le décortiquer. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de cibler le comportement de l'agresseur, de cibler quel type d'individu c'était avec ses traits de caractère. Marie-Laure Brunel-Dupin, qui a créé ce département, s'appuie sur le profilage, une technique d'analyse comportementale venue des États-Unis. C'est une discipline qui a été mise en place par des agents du FBI dans les années 50, mais plus utilisée dans les années 70-80,
par des agents pour rechercher des tueurs en série, en comprenant qu'il y avait des répétitions sur les scènes de crime qui permettaient de dresser les profils des suspects en partant de ces scènes de crime. L'experte profileuse se rend donc à Meyrargues pour examiner minutieusement la scène de crime. L'idée, c'est que sur cette scène de crime, l'auteur a laissé une empreinte psychologique qu'on peut, par l'analyse de cette scène de crime, retracer des caractéristiques de sa personnalité et de son comportement dans des situations non criminelles. C'est vraiment lire cette scène de crime dans ses différents moments, avant le passage à l'acte, pendant le passage à l'acte et après le passage à l'acte, pour dresser le profil du suspect. Dans un premier temps, la comportementaliste s'appuie sur les blessures infligées aux deux femmes. Elle confirme que le meurtrier doit être recherché dans l'environnement d'Audrey et non de sa mère. Quand on voit la façon dont il a pu exécuter froidement la mère parce qu'elle était juste présente, quand on voit le temps qu'il a passé avec la jeune femme, ce sadisme dont il fait preuve puisqu'il souhaite vraiment la faire souffrir et que ça se voit à travers les plaies et les blessures qu'il lui inflige, il s'acharne tellement sur la jeune femme qu'il exprime un vrai sentiment haineux vis-à-vis d'elle. Il la hait au point de vouloir la faire souffrir atrocement, ce qu'il fait pour se venger de ce que lui ressent. Une hypothèse se dessine. L'assassin n'aurait pas supporté de se sentir humilié par la jeune femme. C'est quelqu'un qui se sent abaissé quand un regard se pose sur lui. C'est pourquoi les deux victimes ont les yeux bandés. C'est quelqu'un qui est assez pervers dans son agissement, dans sa cruauté, qui est capable de commettre le pire sans émotion. La profileuse précise aux enquêteurs qu'ils doivent chercher un homme au comportement discret. À partir du moment où il a nourri ce conflit, il l'a aussi enfoui. Et on n'imagine pas que cet auteur puisse être quelqu'un d'assez braillard, qui revendique beaucoup et qui se fait remarquer. Il a nourri le conflit, ça l'a rongé, il a ruminé le problème. Et donc c'est quelqu'un qui est plutôt discret, solitaire et qui est resté avec ce problème qu'il a ensuite fait vivre et sans doute beaucoup augmenté par rapport à la réalité. L'analyse comportementale ne s'arrête pas là. Le meurtrier a certainement prémédité son geste. Il a mûri son projet, il n'a pas décidé un beau jour de passer à l'acte. Il a forcément dû les observer, regarder leur mode de vie pour pouvoir entrer sans effraction, sans se faire remarquer de l'extérieur. Enfin, l'absence de l'arme du crime apporte également des informations sur le profil du tueur. Il est venu avec et repart avec, ça fait partie de son stratagème. Sinon, il aurait pris un couteau de cuisine qu'il aurait abandonné sur place. Ça fait partie du plan qu'il a élaboré. Ça aussi, ça fait partie des indices qui nous laissent penser qu'il est organisé et à tendance psychopathe. Le profileur se dit, si on emploie un tel luxe de précaution, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà commencé des actes criminels et que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà été condamné par le passé, sans forcément que son entourage actuel soit informé. Parallèlement à cette analyse comportementale, les enquêteurs reprennent tous les indices en leur possession pour tenter de comprendre le scénario du drame. À commencer par les traces de sang qui ont été retrouvées sur le fauteuil du bureau. On sait qu'il y a un contact avec les accoudoirs, le dossier du fauteuil, donc un individu ensanglanté sur ce fauteuil à un moment donné. Les analyses ADN ont établi que ce sang était celui d'Audrey D'Amato. Près du même fauteuil, du fil électrique a été retrouvé, identique à celui qui liait les mains de la victime, ainsi qu'un morceau de scotch usagé. Des indices qui permettent de déterminer précisément ce que la jeune femme a subi. On s'aperçoit qu'en réalité, elle a sans doute été attachée sur le fauteuil. Il y a le bâillon de la bouche qui a été enlevé à cet endroit-là. Donc manifestement, il s'est passé quelque chose à cet endroit-là avec Audrey. Grâce à ces indices récoltés sur la scène de crime et à l'analyse comportementale du tueur, les gendarmes
ont désormais toutes les pièces du puzzle macabre pour reconstituer le déroulé des faits. Donc, on se dit que l'intéressé a pu pénétrer à l'intérieur de l'habitation au moment où Chantal sortait son chien, qu'elle sortait tous les soirs, elle laissait la porte ouverte. Quand Chantal D'Amato rentre dans la maison, il est 22 h. Elle passe un dernier appel téléphonique. Puis, le meurtrier surgit. Il la frappe, la ligote sur son lit et patiente, en attendant l'arrivée d'Audrey, 45 minutes plus tard. Lorsqu'Audrey arrive, elle prend soin, comme à l'accoutumée, de fermer la porte à double tour et de laisser les clés sur la porte, puisqu'on retrouve tous les trousseaux de chacune, plus les clés sur la porte. Là, il la surprend. C'est là qu'il lui assène un violent coup de poing, la neutralise et la met dans le fauteuil du bureau bibliothèque. Là, il l'attache. Il manque de ruban adhésif parce qu'il en a beaucoup utilisé sur la mer. Et il arrache les fils du téléphone pour continuer à la ligoter. Manifestement, il veut discuter avec, il lui retire le bâillon de la bouche, mais non celui des yeux. Le calvaire de la jeune femme va alors durer une trentaine de minutes. Sans doute que l'auteur a joué avec elle, puisqu'en réalité, il lui a entaillé le visage à de très nombreux endroits. C'est pas fait pour blesser, c'est juste fait pour abîmer le visage. Donc je pense qu'il y avait une notion de volonté d'abîmer la beauté de cette jeune femme. Après avoir reçu 23 coups de couteau au visage, à la gorge et sur le thorax, la jeune femme est transportée sur le lit de sa chambre, où elle trouvera la mort. Sa mère est ensuite égorgée dans la chambre voisine. Avant de s'enfuir par la baie vitrée du salon, l'assassin met le feu à la maison, en espérant effacer toute trace de son double meurtre abominable. Quand les proches de Chantal et Audrey D'Amato apprennent ce terrible scénario, leur douleur est insupportable. C'est épouvantable, oui, parce que moi-même, je me suis fait un scénario, quoi. Et dès que j'y pense, hop, vite, je fuis. J'essaie de pas y penser. Je sais que ça a été terrible pour Audrey et pour Chantal. J'ose espérer que Chantal elle n'a rien entendu et qu'il avait assommé et qu'elle n'a rien pu voir. C'est impossible de dire si elle a entendu sa fille souffrir, mais je préfère penser que ça n'est pas le cas. Pendant près d'1 an, malgré les indices retrouvés sur la scène de crime et toutes les expertises effectuées, l'enquête n'avance pas. Jusqu'au 4 février 2004. Ce jour-là, la brigade de recherche d'Aix-en-Provence reçoit un appel de la gendarmerie de Pertuis, une commune située à une vingtaine de kilomètres. Un homme, un certain Poncé Gaudissart, 47 ans, vient d'être arrêté pour une tentative de viol avec menace de mort sur son ex-belle-sœur. Intrigués par le mode opératoire de cette agression, les gendarmes de Pertuis préviennent leurs collègues d'Aix-en-Provence. Il force le passage pour rentrer dans son domicile. Pour ça, il a coupé l'électricité, donc sa future victime, qui ne s'attend pas à ça, va simplement sur le palier pour remettre l'électricité. Et là, elle se retrouve face à quelqu'un qui est cagoulé, qui a des gants, qui la précipite dans son appartement. Il n'a pas eu besoin de la bâillonner, elle était complètement bloquée d'effroi. Et c'est à ce moment-là que lui a commencé à manifester des violences physiques à son endroit, au niveau des bras et au niveau de la tête. Les faits commis par Gaudissart ressemblent étrangement à ceux commis à Mérargues. Il lui dit « tu vas mourir, mais avant on va s'amuser ». Il l'agresse de manière sauvage. Dans la commission des faits, on sent cette agressivité qui est extraordinaire. Heureusement, les gendarmes sont intervenus à temps, après avoir été prévenus par une voisine, alertée par les cris de la victime. Cette dernière précise que son agresseur était armé d'un couteau et cagoulé. Mais elle l'avait tout de suite identifié. Le regard et l'intonation de voix, c'est par rapport à ça qu'elle l'a reconnu dès le départ. Effectivement, c'est ce qui a amplifié son sentiment d'effroi et d'incompréhension, de savoir que c'était qu'un proche à elle qui était là en train de commettre l'irréparable. Poncé Gaudissart est incarcéré. Et en se penchant sur son profil, la brigade de recherche d'Aix-en-Provence fait soudain une découverte capitale.
En faisant les recoupements, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un chauffeur de bus qui travaillait avec Audrey D'Amato. Et là, on va s'intéresser à cette personne. Pourtant, comme tous les autres chauffeurs de la société, Poncé Gaudissart avait fait l'objet d'un prélèvement génétique dès le début de l'enquête. Et la comparaison avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime s'était révélée négative. Au moment du double meurtre, Poncé Gaudissart vit depuis près d'1 an à Aix-en-Provence et travaille dans la même société de transport qu'Audrey D'Amato. Poncé Gaudissart est quelqu'un qui est courtois, qui fait son travail correctement. C'est quelqu'un qui donne satisfaction à son employeur. C'est quelqu'un d'irréprochable. Il est toujours très ponctuel, très précis, soigné. Sur lui, il présente très bien. Il a même les mains manucurées. Tout le monde dit qu'il est super sympa, sauf que personne ne sait où il habite, dans quelles conditions il vit. Il n'invite jamais personne. Il ne côtoie absolument personne, si ce n'est sur le lieu du travail. Le profil qui se dessine attire immédiatement l'attention des gendarmes. On se rend compte qu'il a un peu la façon de fonctionner, et comme nous disait le rapport des analystes comportementaux. C'est un solitaire, il est séparé de son épouse, il a un fils qu'il voit occasionnellement, mais personne ne sait rien de lui, y compris même son employeur. Mais en examinant le passé judiciaire de Poncé Gaudissart, les enquêteurs découvrent que derrière l'homme apparemment discret, on s'aperçoit que dans son casier, il y a une condamnation pour viol. Il était condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits graves. Et quand on regarde ce dossier, on s'aperçoit que, en réalité, pendant des années, il a suivi une femme, qu'il l'a épiée, jusqu'à pénétrer dans son domicile alors qu'elle se retrouve seule avec son enfant. Et il a commis un viol sur sa personne. Et la liste de ses forfaits ne s'arrête pas là. On se rend compte que sur son parcours, il a fait de nombreuses victimes. Donc il a commencé à l'âge de 17 ans, il était encore mineur, pour agresser une femme seule à Marseille. 3 ans après, en 1976, il agresse de nouveau une autre personne de la même façon, avec un couteau. Ce qui est effrayant, c'est qu'effectivement, il y a une réitération de l'acte. Il y en a, je crois, 6 ou 7 des faits quasiment identiques, avec le même mode opératoire. C'est quand même assez terrifiant. Dans tous ces passages à l'acte, l'homme semble suivre un scénario bien rodé, avec des comportements récurrents. On s'aperçoit que très tôt, il s'est mis à porter des gants, à porter une combinaison, à porter une cagoule, donc à dissimuler son visage et à transporter un couteau avec lui. Donc on a un mode opératoire qui vraiment fait penser à quelqu'un qui est un agresseur d'habitude. Le 12 février 2004, soit près de 11 mois après le drame, Poncé Gaudissart est transféré à la brigade de recherche d'Aix-en-Provence, où il est placé en garde à vue. Il est extrait de la maison d'arrêt et nous allons faire une perquisition à son domicile, un studio à Aix, où là, effectivement, on retrouve une paire de jumelles, également des rubans adhésifs, de même nature que ceux utilisés pour Mérargues, chose qui se trouve très facilement en vente. C'est une similitude, c'est pas nécessairement une preuve en soi. On retrouve cagoule, on retrouve des éléments comme ça, mais dont on savait qu'ils existaient dans la vie de Poncé Gaudissart. Aucun élément matériel particulièrement déterminant. Les enquêteurs commencent par interroger l'homme sur la récente agression de son ex-belle-sœur à Pertuis. En fait, c'est une lettre reçue à son travail qui aurait déclenché son explosion de colère. Il voulait venir humilier son ex-belle-sœur parce qu'il avait été contrarié suite à un courrier qui était arrivé à la société où il travaille, indiquant un arrêt saisi sur salaire de 22 400 €. Cette somme était réclamée par le Fonds de garantie des victimes et concernait l'affaire pour laquelle il avait pris 10 ans de réclusion par la cour d'assises de Aix. Cette explication intéresse beaucoup les enquêteurs. Car en dressant le profil psychologique du tueur de Mérargues, la profileuse de l'IRCGN avait justement déterminé que les blessures d'Audrey D'Amato étaient l'acte d'un homme qui se sentait humilié.
Poncet-Gaudissart est alors interrogé sur ses rapports avec Audrey et Chantal D'Amato. Audrey, pour lui, c'est quelqu'un qui est de son boulot, qui est secrétaire, et il n'a absolument aucune relation avec elle. Il reconnaît que c'est une très belle fille, que s'il était plus jeune, il aimerait bien sortir avec, mais ça s'arrête là. Pour le reste, il lui dit pas connaître Chantal, ne jamais s'être rendu à Mérargues. Concernant son emploi du temps le soir du double meurtre, soit 1 an auparavant, l'homme fait preuve d'une mémoire surprenante. Il explique que dimanche soir, après son boulot, puisqu'il a travaillé le dimanche toute la journée, il arrive chez lui vers 20h45, il regarde le film du soir sur TF1, il nous donne même le nom avec les acteurs. Lui, ce qu'il explique, c'est que, alors qu'on est 1 an après les faits, eh bien, en réalité, s'il se souvient de ce qui s'est passé cette soirée-là et ce week-end-là, c'est tout simplement parce qu'il savait que les enquêteurs allaient venir le voir et que quand il a appris la mort de Audrey D'Amato, il s'est dit il faut que je sois prêt pour répondre aux questions des enquêteurs. Poncet-Gaudissart précise ensuite que le lendemain des faits, il était en congé. Il se souvient avoir appelé son employeur pour connaître son planning à venir. La communication n'a duré que quelques secondes, sans que la mort d'Audrey D'Amato ne soit évoquée. Il soutient qu'il a téléphoné à son entreprise et personne, alors que tout le monde savait qu'Audrey avait été tuée à ce moment-là, ne lui en aurait parlé. Mais ce sont surtout ses explications sur la présence du scotch à son domicile, similaire à celui qui a servi à bâillonner et ligoter les victimes de Mérargues, qui paraissent peu crédibles. Il dit qu'il a trouvé ça à l'occasion d'une tournée avec son bus dans un saut en bordure de route. Donc, explication pas du tout convaincante. La manière dont il l'a trouvé est invraisemblable. Moi, je veux bien tout entendre, mais enfin, il y a quand même des explications plus cohérentes à donner. Là, il devient le suspect numéro 1, mais son ADN ne matche pas. On n'a aucune preuve matérielle, ni aveu. Convaincu que Poncet-Gaudissart n'a pas dit toute la vérité, les enquêteurs vérifient une par une ses déclarations. À commencer par son alibi le soir des faits, le dimanche 30 mars 2003. On s'attache donc à la téléphonie de Gaudissart, et là apparaissent quand même des éléments troublants. D'après ses dires, il est arrivé le dimanche soir chez lui, n'a plus quitté son domicile jusqu'au mardi matin suivant, et on se rend compte que le lundi, il a interrogé 3 fois son téléphone fixe et également 3 fois son téléphone professionnel. Mais alors pourquoi interroger autant la messagerie de son domicile le lundi matin, alors qu'il prétend être resté chez lui toute la nuit? Autre détail troublant, l'homme a affirmé que le lendemain des faits, lorsqu'il a brièvement appelé son employeur pour connaître son planning, on ne l'a pas mis au courant du meurtre de sa collègue. Pourtant, on détermine que la durée de la communication est de 87 secondes. Simplement pour connaître le planning du lendemain, c'est manifestement beaucoup. Alors, interrogeons la personne qui l'a appelé. Celle-ci nous a dit « C'est absolument inenvisageable que je ne lui ai pas dit Audrey est assassinée ». Tout le bureau était en émoi, c'était vraiment la consternation partout. On ne parlait que de ça. Les gendarmes se rendent alors sur le lieu de travail de Poncet-Gaudissart. Et en consultant son dossier professionnel, ils découvrent une lettre identique à celle qui a déclenché sa colère contre son ex-belle-sœur. Une demande de saisie sur salaire faisant état de sa condamnation pour viol en 1995. Les enquêteurs s'aperçoivent que c'est Audrey D'Amato qui a traité ce courrier 6 jours seulement avant le drame. Au dos de ce document, il est mentionné « Audrey faire le nécessaire ». Sur l'ordinateur, lorsqu'on recherche dans les archives, on retrouve effectivement le courrier établi par Audrey le 24 mars, où effectivement elle fait la réponse au fonds de garantie. Les gendarmes font une autre découverte troublante sur cette journée du 24 mars. Une amie intime d'Audrey nous confie à l'occasion d'une audition que
Audrey lui avait fait part d'un souci qu'elle avait rencontré avec un chauffeur de bus les quelques jours avant que ne se produise l'effet de Meyrargues. Malheureusement, elle lui avait dit « je t'en parlerai mieux ». Et puis elle n'a pas eu l'opportunité, malheureusement, de lui expliquer la nature de ces faits-là. En comprenant qu'Audrey d'Amato a eu connaissance de cette lettre révélatrice du passé criminel de Poncé Gaudissart, les enquêteurs ont la conviction qu'ils tiennent enfin immobile. À mon sens, que l'on peut retrouver pour l'affaire d'Audrey d'Amato, c'est qu'en réalité, il va se sentir humilié parce que Audrey a ce courrier dans les mains, ce courrier qui fait la mention du dossier de viol pour lequel il a été condamné, et lui pense que Audrey a compris. Pour nous, il est rattrapé par la peur qu'Audrey ne dévoile son passé, puisque nécessairement elle était au courant, elle avait dû lui poser les questions. Il s'est dit, elle sait tout de moi, donc je suis rattrapé par mon passé. Et ça, il ne le supportait pas. Fort de ces derniers éléments, les gendarmes placent à nouveau Poncé Gaudissart en garde à vue, le 30 mars 2004. L'objectif, clairement, c'est d'obtenir des aveux, parce que les éléments matériels sont assez faibles. Dans un premier temps, les enquêteurs le confrontent aux résultats de l'expertise en téléphonie. Mais l'homme se montre évasif. Il ne donne aucune explication, il ne cherche même pas à expliquer, à essayer de se dépatouiller. Il reste imperturbable, oui, non, c'est peut-être que je suis sorti. Alors qu'il avait maintenu qu'il n'avait absolument pas quitté le domicile. Je veux dire, c'était facile à se souvenir pour lui, puisqu'il se rappelait bien du programme de la télévision, donc il savait très bien ce qu'il avait fait ce jour-là. Les gendarmes sortent alors leur carte maîtresse. Le courrier du fonds de garantie des victimes, qu'Audrey d'Amato a eu entre les mains 6 jours avant son assassinat. Là, il s'avère que Gaudissart nie tout en bloc. Il nie avoir eu connaissance de ce document-là, et ensuite, il nie avoir eu un entretien avec Audrey. Or, le directeur entendu dit oui, il est bienvenu. Je l'ai convoqué personnellement. Il m'a dit que c'était une histoire de divorce. Et le fait même qu'il nie farouchement est un élément qui, bien entendu, devient pratiquement une charge contre lui. Confronté aux déclarations de son patron, le suspect finit par reconnaître qu'il a eu cet entretien en présence d'Audrey. Mais il nie en avoir reparlé seul à seul avec la jeune femme. Malgré ces dénégations, les gendarmes restent convaincus que Poncé Gaudissart leur ment. Sans relâche, ils poursuivent l'interrogatoire jusque tard dans la nuit. Quand il était dans la difficulté, il clignait des yeux, il avait vraiment des tics très particuliers. Mais il ne cède pas. Il n'aura qu'un léger moment de faiblesse vers les 2 heures du matin, où à la question posée, il répond « Je ne me sens pas coupable ». Pour les enquêteurs, comme pour la famille des victimes, ces mots sonnent comme un aveu. C'est une phrase lourde de sens. Je ne suis pas coupable, d'accord, mais je ne me sens pas coupable. Comme l'air de dire, j'ai fait ça, mais c'était pas moi, ou je ne peux pas faire autrement, quoi. Non, c'est plutôt ce genre d'impression qu'il me donne quand il dit cette phrase-là. À l'issue de la garde à vue, le juge d'instruction ordonne la mise en examen de Poncé Gaudissart pour assassinat et acte de torture et de barbarie à l'encontre de Chantal d'Amato et de sa fille Audrey. Le 1er juillet 2008, soit 5 ans après les faits, Poncé Gaudissart comparaît devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. L'accusation ne dispose d'aucune preuve matérielle de sa culpabilité. Mais l'homme fait preuve d'une attitude qui pourrait bien jouer contre lui. Il était ergoteur, il était agressif, il était extrêmement déplaisant dans sa manière de répondre. J'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il prend 2 années de plus. Au terme du procès, Poncé Gaudissart est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de 20 ans de sûreté. L'homme fait immédiatement appel. Mais 1 an et demi plus tard, à seulement 3 semaines du procès en appel, coup de théâtre. L'ADN masculin retrouvé sur la scène de crime est identifié.
Et il n'appartient pas à Poncet-Gaudissart, mais à un certain Philippe L. Les enquêteurs se tournent aussitôt vers ce nouveau suspect. C'est quelqu'un qui, en réalité, vit dans le nord de la France, et vraiment à l'extrême nord, alors que les faits se sont déroulés à l'extrême sud de la France. On a fait des investigations sur sa téléphonie, on a retrouvé ses relevés de carte bleue, on a interrogé son entourage. C'est quelqu'un qui, manifestement, n'a même jamais quitté son département. Il était exclu que cette personne ait pu se retrouver à l'endroit où son ADN, a priori, le plaçait. Mais alors, comment l'ADN de cet homme a-t-il pu se retrouver sur la scène de crime de Meyrargues? Une enquête est ordonnée auprès du laboratoire qui a analysé les scellés. Et c'est là qu'on se rend compte qu'absolument dans le même temps était traitée une affaire pour laquelle avait été impliqué le gars du Nord et celle de Meyrargues. Et donc on a été obligé de reconnaître qu'on avait été face à une pollution. C'est donc une erreur humaine qui serait à l'origine de cette pollution des scellés. Il faut bien admettre qu'il y a eu très probablement une contamination. Les opérations que nous menons dans nos laboratoires sont relativement complexes avec beaucoup d'éléments et des éléments qui ne sont pas usage unique, qui sont décontaminés chaque fois qu'ils sont utilisés. Et on pense que c'est par un de ces éléments qui n'est pas un élément à usage unique et qui a peut-être été mal décontaminé, que la contamination a pu se faire. Les indices de la scène de crime de Meyrargues sont donc réanalysés. Et cette fois, aucune trace génétique n'y est retrouvée. Depuis le début, on pensait qu'il y avait un ADN qui était déterminant, qui nous permettait de connaître l'auteur des faits. Et on s'aperçoit au final qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'ADN dans ce dossier. En réalité, cette absence d'ADN n'a rien de surprenant si on se souvient du mode opératoire de Poncet-Gaudissart. En effet, lors de ses précédents passages à l'acte, l'homme portait toujours une cagoule et des gants, ne laissant ainsi aucune trace derrière lui. 3 ans après le procès en première instance, Poncet-Gaudissart est à nouveau jugé devant la cour d'assises du Var. La famille des 2 victimes n'a qu'un espoir, que l'assassin avoue enfin. C'est vrai que nous attendons les aveux, les aveux nous manquent quelque part. Mais étant convaincu, à notre niveau, de sa culpabilité, quelque part de tout ce qui soit hors d'état de nuire, c'est le principal. La vérité, Poncet-Gaudissart ne l'a pas donnée, mais nous l'avons découverte, nous l'avons démontrée, et je crois que c'était le plus important pour les parties civiles, et ça au moins elles l'ont obtenu. Pour la famille et pour les amis intimes, la peine ne sera jamais assez longue pour ce qu'elles ont subi toutes les 2. J'ai la haine, oui, effectivement. Je pardonnerai jamais, je pardonnerai jamais. Les meurtres de Chantal D'Amato et de sa fille Audrey ont bien sûr marqué à jamais leur entourage. Mais ils resteront aussi gravés dans les mémoires des gendarmes chargés de l'enquête, en raison de leur caractère particulièrement barbare. C'est des dossiers qui sont particulièrement éprouvants. Et puis en permanence, on y pense jour et nuit, même en congé, même parce que bon, quand on se rend sur ce type d'événement et qu'on voit ce qu'on a pu voir de nos propres yeux, là, ces personnes-là brûlées, égorgées, je veux dire, ça laisse pas indifférent. C'est vrai que comprendre qu'un être humain puisse agir de la sorte, ça paraît impossible. Surtout quand on voit le mobile qui se dégage pour rien. Elles ont souffert, elles ont été tuées dans des circonstances atroces sans qu'elles soient pour rien. Demandez rien à personne. C'était 2 filles qui vivaient tout à fait ordinairement, qui goûtaient pleinement à la vie. La brigade de recherche d'Aix-en-Provence a été exemplaire. Ils nous tenaient au courant, ils nous prenaient de nouvelles. Ils nous ont dit un jour, vous avez la peine du frère et de l'oncle, nous on a les images. Et il nous avait assuré qu'ils lâcheraient jamais l'affaire. C'est ce qu'ils ont fait.